Donc, je veux dire, notre situation est la même que la vôtre. C'est comme si nous étions utilisés et poussés dans une situation où si un conflit militaire survient, il pourrait venir de notre côté. C'est une situation très problématique. J'ai peur, et des gens comme moi plaident pour que les Philippines ne soient pas un pion dans les dynamiques entre les États-Unis et d'autres pays, en particulier ceux avec des relations adverses comme la Russie et la Chine. Nous essayons de dire que nous ne bénéficions pas de ces conflits et que nous compromettons notre très bonne relation économique avec la Chine. Bonjour à tous, c'est Pascal des études sur la neutralité. Aujourd'hui, j'anime un panel avec deux collègues pour discuter de deux cas qui me semblent remarquablement similaires, mais qui se déroulent dans des théâtres de conflits très différents. Nous comparerons les politiques de sécurité des Philippines avec celles de la Finlande. Les deux pays avaient autrefois une approche de sécurité plus ou moins indépendante, mais ont récemment décidé d'abandonner ces politiques au profit d'une intégration militaire avec des blocs de sécurité dirigés par les États-Unis. Pour en discuter, j'ai avec moi une collègue des Philippines, Ana Rosario Malindog-Uy, de l'Institut de coopération Sud-Sud et de développement de l'Université de Pékin, et un collègue finlandais, le Dr Tuomas Malinen, qui est professeur associé à l'Université d'Helsinki et PDG et économiste en chef de GNS Economics. Nous avions également prévu d'avoir Warwick Powell ici, qui pourrait nous rejoindre entre-temps, mais pour l'instant, nous sommes trois. Alors, Ana et Tuomas, bienvenue. Merci Pascal de nous avoir invités à cette discussion. Je suis très enthousiaste à l'idée d'en apprendre davantage sur la situation en Finlande et sur la façon dont elle est similaire à notre situation aux Philippines. Merci. Et bonjour Tuomas. Bonjour, merci de m'avoir invité également. C'est en fait amusant. Comme je l'ai mentionné hier, j'ai très peu de connaissances sur ce qui se passe aux Philippines. Ce sera donc une discussion véritablement interactive, au cours de laquelle j'espère apprendre pas mal de choses. Nous devrions en fait commencer par cela. Puis-je demander à chacun de vous de donner un bref aperçu de ce à quoi ressemblaient vos stratégies de sécurité aux Philippines et en Finlande. Ensuite, expliquez comment elles ont évolué au cours des dernières années pour être plus ou moins complètement intégrées au bloc dirigé par les États-Unis. Ana, pouvez-vous commencer puis Tuomas? Veuillez nous donner un résumé. Merci pour cela, Pascal. Pendant l'administration précédente de l'ancien président Rodrigo Duterte, il a poursuivi une politique étrangère indépendante. Cette politique visait à trouver un équilibre entre les grandes puissances de la région Indo-Pacifique, y compris la Chine et les États-Unis. La présence des États-Unis dans la région Asie-Pacifique a été significative, surtout depuis la politique du pivot vers l'Asie initiée pendant l'administration Obama. Le président Duterte a essayé de maintenir une position neutre et indépendante en se concentrant sur notre intérêt national. Our foreign policy that time was centered on our national interest. And what is the national interest of the country? Quel est l'intérêt national du pays? Il inclut la paix, la diplomatie et le règlement politique des différends de manière pacifique et diplomatique. En même temps, il englobe également le développement économique et la prospérité. Les Philippines ne sont pas une puissance économique au sens traditionnel et luttent de nombreuses manières. Pendant la période de Duterte, notre développement économique était très bon grâce à cette politique étrangère. Nous avons pu capitaliser sur notre bonne relation avec la Chine, ce qui a entraîné des investissements significatifs dans les infrastructures, l'agriculture et le tourisme.
Il y avait de nombreux visiteurs chinois aux Philippines pendant cette période. That's right. Pendant la période de Duterte, nous avons eu des différends en mer de Chine méridionale qui se poursuivent encore aujourd'hui. Cependant, ces différends avec la Chine et d'autres États revendicateurs étaient relativement stables et nous avons réussi à éviter des escarmouches dans la zone disputée. La situation des Philippines par rapport aux États-Unis était également stable. Nous sommes un allié traditionnel des États-Unis en raison du traité de défense mutuelle de 1951 qui a été ratifié en 1952. Nous avons également l'accord sur les forces en visite et l'accord de coopération renforcée en matière de défense, ETCA, qui est essentiellement un accord de sécurité et de défense avec les États-Unis. Tous ces accords étaient en place, mais même alors, il y avait je veux dire, Duterte, je pense, essayait de créer une certaine distance et de maintenir une relation équidistante entre les États-Unis, la Chine, la Russie et d'autres puissances de la région. Cependant, la situation était relativement stable. Nous ne sommes pas pleinement intégrés dans l'infrastructure de sécurité et de défense des États-Unis ou dans l'architecture de sécurité de la région Indo-Pacifique. Bien que nous soyons un allié, il y a eu un réajustement de cette relation. Donc, c'était assez stable. Nous n'avions pas de problème avec la Russie ou la Chine. Nous avions une très bonne relation avec ces grandes puissances. Cependant, lorsqu'il y a eu une transition dans notre système politique, le président ne sert qu'un seul mandat de 6 ans. The president will only have one term, and that's 6 years. So after 6 years, there's a change of leadership. There was an election. Donc après 6 ans, il y a eu un changement de leadership. Il y a eu une élection et Marcos Jr. est arrivé au pouvoir. La partie délicate est que pendant l'élection, Marcos Jr. disait qu'il continuerait une politique étrangère indépendante et équilibrée pour les Philippines. Mais après environ 6 mois, il y a eu un changement de politique étrangère. Elle est passée d'une position indépendante à une position très orientée vers les États-Unis. C'est devenu une politique étrangère qui semblait redevable aux États-Unis, presque militarisée. Après seulement 6 mois de son leadership, avec encore 4 ans à venir, il a déjà montré que la politique étrangère avait changé. Cela penche de plus en plus vers les États-Unis. L'une des plus grandes manifestations de cela est l'ajout de sites EDCA supplémentaires ou de bases militaires américaines dans le pays qui sont actuellement en cours d'installation. Il y a aussi l'amélioration de ce que nous appelons l'EDCA élargi. Cela est très critique car cela implique non seulement l'installation de bases militaires au sein de nos propres bases militaires philippines, mais aussi le prépositionnement d'actifs militaires dans la région. De plus, il y a déjà eu des exercices Balikatan, les exercices militaires conjoints entre les forces philippines et américaines. Pendant le mandat de Duterte, il a évité ces exercices complètement. En réalité, il a essayé de désamorcer la situation et d'éviter l'escalade, mais cette fois, cela est devenu plus intense. Nous avons eu les plus grands exercices militaires avec les États-Unis. Ce changement de politique étrangère et de politique de défense inclut également le renforcement des liens de défense et de sécurité avec l'Australie, la Corée du Sud et le Japon, tous alliés des États-Unis dans la région. Il y a donc un changement significatif. Le problème avec ce changement est que nous antagonisons, d'une certaine manière, une grande puissance de la région, qui est la Chine. Cela est très évident dans la manière dont l'administration actuelle de Marcos Jr. se positionne, même en termes de déclaration. Ainsi, cela crée des tensions non seulement entre la Chine et les Philippines, mais aussi au sein de la région de l'ASEAN. Les États membres de l'ASEAN ne sont pas satisfaits de cette situation
car ils souhaitent une région plus stable. Le prépositionnement d'actifs militaires et la prolifération de différents pactes de défense et de sécurité entre les États-Unis et les Philippines et le Japon et l'Australie et les Philippines contribuent à cette tension. Les États membres de l'ASEAN perçoivent les Philippines comme pouvant potentiellement devenir la prochaine Ukraine en Asie, ce qui est très préoccupant. Probably the next Ukraine in Asia is very much evident. So people like me are kind of worried. Donc des gens comme moi sont un peu inquiets de notre situation. Je ne suis pas sûre que dans tous les cas Marcos Jr. changera vraiment sa politique étrangère et trouvera un équilibre en ce moment. Comme vous pouvez le voir, lundi dernier, Austin et Blinken nous ont rendu visite et ont même dit que les États-Unis allaient à nouveau investir environ 500 000 $ américains pour la militarisation de mon pays. C'est une situation critique car, autant que possible, nous ne voulons pas avoir une autre crise ukrainienne en Asie impliquant les Philippines et la Chine. Quand vous comparez cela à ce qui se passe en Finlande, Tuomas, pouvez-vous nous dire votre réaction en entendant cela et comment cela se compare à la situation en Finlande? C'est plutôt incroyable. Comme je l'ai dit, je n'ai que très peu d'idées de ce qui se passe aux Philippines. Les développements sont étrangement similaires. Je suis un peu époustouflé. En Finlande, après la Seconde Guerre mondiale, nous avons rapidement créé une position de neutralité. En mai 1948, nous avons signé un traité de coopération et d'assistance. Il stipulait essentiellement que la Finlande resterait une nation indépendante et se défendrait contre toute attaque à travers la Finlande par ses propres moyens, avec une assistance possible de l'Union soviétique. C'était un coup de génie de notre président à l'époque, car cela nous a tenus à l'écart de toutes les alliances. L'OTAN a été formée en 1949, mais plus important encore, le pacte de Varsovie a été formé quelques années plus tard. La Finlande a créé cette doctrine d'être entre l'Est et l'Ouest. Cela a été vraiment difficile pour la Finlande après la Seconde Guerre mondiale parce que nous étions alliés à l'Allemagne nazie. Nous étions en dehors de tous les accords occidentaux pendant des années. Nous étions vraiment proches de la famine, par exemple. C'était une période très difficile. Nos dirigeants ont réussi à naviguer sur un chemin très étroit vers une position de neutralité entre l'Union soviétique, les États-Unis et les Alliés. Mais il y a eu un résultat positif à cela. Parce que nous n'étions pas dans ces alliances occidentales qui sanctionnaient lourdement l'Union soviétique ou la Russie, nous pouvions commercer avec eux. Nous avons créé un commerce oriental très prospère avec l'Union soviétique ou la Russie à l'époque, tout en renforçant notre armée. Il y avait un service militaire obligatoire en Finlande, donc j'étais dans la brigade blindée. Je pense que l'accord de Paris ou le traité de paix signé après la Seconde Guerre mondiale stipulait que nous pouvions avoir environ 270 chars. Pendant que je servais dans la brigade blindée, il y avait une rumeur selon laquelle il y avait une grotte avec beaucoup de chars sans tourelle, ce qui ne tombait pas sous l'accord. L'idée clé était que la Finlande ne se faisait pas une menace pour la Russie et formait de très bonnes relations commerciales avec eux. La stratégie était de ne pas être une menace, mais d'être une pilule amère à avaler. L'Union soviétique savait que si elle attaquait, les coûts seraient énormes. Donc c'était toute l'idée, et c'était une relation très prospère. La Finlande a prospéré économiquement des années 1950 jusqu'au début des années 1990. Mais ensuite, il y a eu un changement lorsque l'Union soviétique s'est effondrée. Nous nous sommes rapprochés de l'OTAN par différents traités en 1994 et 2014. Je ne me souviens pas des noms des traités.
Mais le plus grand changement est survenu lorsque le conflit ukrainien s'est transformé en une guerre totale. Nous avons été essentiellement intégrés à l'OTAN sans demander quoi que ce soit à la population. Pendant des décennies, surtout après la chute de l'Union soviétique, il y avait une compréhension claire que si la Finlande devait postuler à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, il y aurait un référendum. Rien n'a été organisé. Ensuite, il y a eu l'accord DC-Neuwirth. Les pouvoirs spéciaux ont été remax de dissol. Un accord de coopération en matière de défense avec les États-Unis. Je dois demander à Anna s'ils ont le même, mais parlons-en. Oui, nous avons le même. Oui, nous avons le même. De notre côté, cela s'appelle l'accord de coopération renforcée en matière de défense, qui était censé expirer. Il a été signé pendant le mandat d'Aquino III en avril 2014. Ce mois d'avril, il aurait dû être soit renouvelé, soit abrogé, mais il n'y a pas eu de transparence à ce sujet. Comme je l'ai mentionné, nous avons 4 bases et DCA supplémentaires, ce qui cause de l'anxiété à la Chine, car certaines d'entre elles font face à Taïwan et d'autres à la mer de Chine méridionale. Donc nous avons une situation similaire, je pense. L'accord d'essai pour la Finlande est encore plus solide, n'est-ce pas? 16 bases. 16 bases. Je pense que c'était 50. J'ai lu l'autre jour ce qui est publiquement disponible. Il y a bien sûr une partie secrète que nous ne connaissons pas, mais d'après la partie publique, il est clair que les États-Unis ont beaucoup de latitude quant à ce qu'ils peuvent apporter dans le pays. Il n'y a pas de démenti ou de confirmation claire. Les gens craignent que les États-Unis puissent même apporter des armes nucléaires en Finlande. Nous avons une loi en place qui l'interdit, mais personne n'est sûr si elle s'applique à ces bases. Et le fait est que si vous apportez des armes de moyenne portée à ces bases, Saint-Pétersbourg est juste là. C'est à seulement environ 200 km de la frontière. C'est la deuxième plus grande ville, la ville sainte de la Russie, pour ainsi dire. Une chose que je dois mentionner est que les choses sont devenues vraiment folles lorsque notre président Alexander Stubb a signé un accord de défense avec l'Ukraine. C'était il y a seulement quelques mois. C'était complètement inédit. La dernière fois que la Finlande a signé un traité avec un pays en guerre avec la Russie, c'était en juin 1945. Thomas, désolé, ton audio vient de se couper. Anna, tu l'entends toujours? Je peux pas l'entendre. Tu ne peux pas, n'est-ce pas? Oui, je peux vous entendre maintenant. Thomas, peux-tu parler à nouveau? D'accord. Oui, il y a quelque chose. D'accord, eh bien, mon micro s'est éteint pour une raison quelconque. Je pense que la batterie est épuisée. Mais je vous entends bien. Nous vous entendons bien. D'accord, bien. Pour avoir recommencé à propos de la partie de politique de l'Angleterre avec l'Ukraine. La dernière fois que nous avons eu un accord avec un pays en guerre avec la Russie, c'était en juin 1944, lorsque le président de l'époque, Risto Ryti, a envoyé une lettre à Adolf Hitler, promettant que la Finlande ne chercherait pas une paix séparée avec l'Union soviétique, en dehors de l'Allemagne nazie. C'est la dernière fois. Maintenant, nous avons cet accord de défense avec l'Ukraine. Cela n'a absolument aucun sens. Quel est le bénéfice pour la Finlande? Il y a même un bureau de droit constitutionnel que j'ai consulté au cours des 3 dernières années. Quand j'ai parlé avec eux, ils ont dit qu'il est vraiment difficile de comprendre comment, si une guerre devait résulter de ce traité, cela ne serait pas considéré comme une haute trahison.
Donc la loi finlandaise sur la haute trahison stipule qu'elle ne prend aucune position sur les conflits étrangers. Elle dit simplement que toute action visant à impliquer la Finlande dans ces conflits étrangers est une haute trahison. Alors comment ces personnes peuvent-elles signer ces accords? Nous avons l'OTAN, le DCA et l'accord avec l'Ukraine. Le fait est que pour l'accord avec l'Ukraine, le Parlement a simplement publié une déclaration. Ils n'ont même pas voté dessus. Nous n'avons eu aucune discussion, tout comme avec le DCA. Il n'y avait pas un seul membre du Parlement qui s'opposait réellement au DCA. Cela n'a aucun sens. Laissez-moi juste finir. Nous avions la doctrine Paasikivi-Kekkonen, nommée d'après nos anciens présidents. Elle était basée sur l'idée de ne pas représenter une menace pour la Russie. Soyez amicaux, ne faites pas de menaces, mais rendez-vous une cible difficile. Maintenant, ces principes ont été complètement abandonnés. De même, comme il semble aux Philippines, nous sommes passés d'un partenaire neutre, une sorte de semi-ami de la Russie, à un agresseur. Cela n'a absolument aucun sens. Et cela est venu par les États-Unis. Alors, quel est l'intérêt d'encercler à la fois la Russie et la Chine? Ce n'est rien d'autre qu'une préparation à la guerre. This is nothing else than a preparation for a war. And my contacts from the Finnish military tell me that there... Mes contacts dans l'armée finlandaise me disent qu'il y a eu des préparatifs de guerre à grande échelle depuis que nous avons rejoint l'OTAN et signé l'accord. Ils se préparent réellement à une véritable guerre avec la Russie. Cela n'a aucun sens. C'est complètement insensé. Nous n'avons aucun problème avec les Russes. Dans la partie orientale de la Finlande, nous partageons une frontière de 1340 km avec eux. Il y a plus de 80 000 Russes qui vivent ici. Nous sommes en quelque sorte liés. Les nations sont déjà liées dans la partie orientale. Nous n'avons aucun problème avec eux. Ce sont des gens différents, mais ils respectent vraiment les choses. Il n'y a rien de malveillant entre les populations finlandaises et russes. C'est purement motivé politiquement. Et c'est une autre similitude, n'est-ce pas, Anna? La relation entre les Chinois et les Philippins, surtout en termes de liens commerciaux, est très profonde. Pouvez-vous commenter cela? C'est complètement ahurissant pour moi. La situation en Finlande est assez similaire à notre situation aux Philippines. Tout d'abord, il y a la question de ne pas savoir s'il y a des armes nucléaires dans votre pays. C'est la même chose aux Philippines. Comme vous pouvez le voir, il a même fallu que le président Poutine le souligne lors de sa réunion du 28 juillet avec ses ministres de la Défense. Je pense que c'était une réunion de sécurité avec toutes ses forces de sécurité et ses généraux en Russie. Il a mentionné que les États-Unis avaient déployé une sorte de missile de moyenne portée aux Philippines. Il y a eu un déploiement lors des exercices Balikatan en avril et mars dernier et le lanceur est toujours là. Nous avons même ce soupçon. Je veux dire, pour moi, je me demande, y a-t-il une possibilité qu'il y ait déjà une arme nucléaire dans mon pays sur les bases de l'EDCA? EDCA signifie Accord de coopération de défense renforcé. Comme je l'ai mentionné plus tôt, il devrait y avoir de la transparence sur la question de savoir si l'EDCA a été renouvelé ou non. Après 10 ans, l'EDCA est sujet à discussion pour un renouvellement. Cependant, le gouvernement actuel de Marcos Jr. n'a pas informé le public du renouvellement. Nous supposons qu'il a été renouvelé car il y a 4 bases EDCA supplémentaires. Ces bases sont essentiellement des bases militaires américaines au sein de nos propres bases militaires, portant le total à 9 bases État. Il y a également des discussions selon lesquelles il pourrait y avoir un total de facto de 17 bases État, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir 17 bases militaires américaines dans le pays. Mais il n'y a que 9 bases officiellement déclarées. Par exemple, dans mon pays, Bataan,
La présence des Américains est très évidente, même si ce n'est pas déclaré comme une base ou un site EDCA. C'est très proche de Taïwan. Si vous regardez la situation de la Finlande par rapport à la Russie, notre situation est très similaire par rapport à la Chine. Il y a eu des rapports de jeux de guerre en cours. Les États-Unis semblent vouloir un conflit avec la Chine. Je vous sens que pendant le prince des États-Unis sont inclus dans ces négociations. Rodrigo Duterte, we were not included in that war games. We were not included as part of the Nous n'étions pas inclus dans le périmètre de défense, ni parmi les pays qui seraient utilisés par les États-Unis en cas de conflit militaire ou de flambée dans la région Indo-Pacifique. À cette époque, Duterte ne voulait aucun type de prépositionnement d'actifs militaires dans le pays, en particulier des armes nucléaires. Cependant, en raison du changement de politique étrangère, je pense que je faisons même partie de ce périmètre de défense ou des pays alliés aux États-Unis. Cela inclut le Japon, les Corées du Sud, Guam et la première chaîne près de Hawaï. First island chain. Oui, la première chaîne d'îles. Donc, nous en faisons déjà partie, je pense, en raison des bases EDCA supplémentaires et du prépositionnement des actifs militaires. Il y a aussi le déploiement de lanceurs de missiles de moyenne portée dans la partie nord de Luzon. Cela a été rapporté dans les nouvelles. Je pense que les forces de sécurité de mon pays ont été poussées à reconnaître cela. Il y a 2 jours, ou peut-être que c'était hier, notre secrétaire aux Affaires étrangères, Manalo, a déclaré que ce lanceur de missiles de moyenne portée est acceptable, car il n'est pas destiné à un pays spécifique, mais est pour la défense des Philippines. La Chine réagit à cela parce qu'elle croit que le déploiement de ce type d'actifs militaires par les États-Unis dans votre pays crée une atmosphère tendue dans la région. Cela pourrait provoquer une course aux armements, ce qui n'est pas bon pour la région. Même Poutine a parlé de ces questions. Donc, votre situation est similaire à la nôtre. On a l'impression d'être utilisé et poussé dans une situation où, si un conflit militaire devait se produire, là, il pourrait provenir de notre côté. J'espère vraiment que ça n'arrivera pas. C'est donc une situation très problématique. Vraiment. Des gens comme moi plaident pour que les Philippines ne soient pas un pion dans la dynamique entre les États-Unis et d'autres pays, en particulier ceux avec des relations adverses comme la Russie et la Chine. Nous essayons de dire que nous ne bénéficions pas de ces tensions. Nous compromettons notre très bonne relation économique avec la Chine. Économiquement parlant, mon pays souffre vraiment. Je dois mentionner cela. Il y a 2 semaines, il y a eu un grand exercice militaire à seulement 10 kilomètres de la frontière sud-est avec la Russie, le long de la route qui mène à Saint-Pétersbourg. C'était un exercice militaire majeur avec les États-Unis. Il n'y a qu'une seule phrase que je peux utiliser pour décrire cela. C'est quoi ce bordel? Ce sont des provocations. Et comme l'a dit Anna, je suis devenu inquiet. Non pas que la Russie attaque la Finlande, cela n'a aucun sens, mais que l'OTAN attaque la Russie à travers la Finlande. Le colonel Douglas McGregor a publié une déclaration hier concernant une frappe sur une base aérienne militaire russe très proche de la frontière finlandaise au nord. Le colonel McGregor a laissé entendre que les drones pourraient provenir de la Finlande. Au moins, leur guidage vers l'endroit aurait probablement dû venir de la Finlande, qu'il s'agisse de drones ukrainiens ou de drones finlandais. C'est une situation extrêmement dangereuse. Le dénominateur commun semble être l'armée américaine. Je ne dis pas les États-Unis parce que je ne pense pas que la population américaine veuille cela. Le complexe militaire américain pousse à l'escalade avec la Russie. Il n'y a vraiment pas d'autre conclusion que nous puissions tirer. Rappelons-nous que selon plusieurs sources de Turquie, des États-Unis et du Royaume-Uni,
Ils ont torpillé l'accord de trêve entre l'Ukraine et la Russie en avril 2022. Il semble y avoir une poussée mondiale pour ce qui pourrait être la Troisième Guerre mondiale. Alors je me suis demandé, qui pousse pour cela? So I've been asking myself, who is pushing for this? May I just add to this one that Puis-je simplement ajouter que ce qui combine en réalité les Philippines, la Finlande et l'Ukraine, c'est leur éloignement de la neutralité et leur position en tant que tampon. Je dois vous citer l'ancien Premier ministre finlandais Urho Kekkonen, l'un des hommes d'État les plus brillants du XXe siècle. Il a dit, en fin de compte, la neutralité n'est en aucun cas la politique étrangère la plus facile. Il est plus facile d'obéir que de se tenir sur ses propres pieds. La neutralité ne peut pas être poursuivie passivement et il n'existe pas de formule simple qui donnera toujours et infailliblement la réponse souhaitée, quelle que soit la situation et les circonstances. Est-ce de la paresse? Est-ce de la paresse que soudainement les élites lâchent prise et disent « Très bien, alors nous allons faire ce que les États-Unis disent ». let go and say like, fine, then we're going to do what the US says. Je ne pense pas que ce soit de la paresse. C'est fait exprès pour des motifs que j'ignore. Penses-tu différemment, Anna? Non. Je pense que c'est de la paresse. Je pense qu'il y a beaucoup de raisons à cela. De notre côté, les Philippines, je pense que Marcos Jr. a probablement des raisons personnelles pour lesquelles il fait cela et pourquoi il est redevable aux États-Unis. Politiquement parlant, si vous regardez vraiment la politique intérieure aux Philippines en ce moment, il y a un grand défi. Le leadership du président Marcos Jr. est contesté par de nombreuses personnes en raison des nombreux problèmes domestiques auxquels le pays est confronté. Il y a aussi de nombreuses allégations portées contre son administration, y compris une allégation selon laquelle il utiliserait des drogues illégales. Il utiliserait prétendument des substances qui ne devraient être utilisées par personne. Donc, c'est comme les drogues illégales à une plus grande échelle. Il y a des allégations à ce sujet. L'économie, la corruption, et même l'une des principales allégations est la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes utilisés comme un pion ou un proxy des États-Unis dans sa rivalité géopolitique et sa compétition dans la région Asie-Pacifique avec la Chine. Et maintenant, la Russie intervient à cause de ce lanceur MESA de moyenne portée déployé dans le nord des Philippines. Un autre problème qui complique les choses pour nous aux Philippines est le suivant. Les États-Unis, probablement l'année dernière, faisaient pression sur le gouvernement philippin pour accepter 50 000 réfugiés afghans d'Afghanistan parce qu'ils ont quitté l'Afghanistan. Il y a beaucoup d'Afghans qui ont travaillé avec les États-Unis pendant leur séjour en Afghanistan. Ces Afghans sont probablement sous persécution ou sous une forme de stress. L'année dernière, les États-Unis ont fait pression pour que environ 50 000 réfugiés afghans soient hébergés aux Philippines, spécifiquement dans la région de Subic, qui était autrefois une base navale pour les Américains. Cela est devenu un autre problème car il n'y avait pas de transparence concernant cette affaire. Il y a des spéculations selon lesquelles cet effort de lobbying des États-Unis a déjà été approuvé par le président Marcos Jr. La préoccupation ici est que nous ne croyons pas qu'il s'agisse uniquement de réfugiés afghans. Nous avons même cette perception que peut-être ce sont des membres de l'ISIS ou des terroristes qui sont maintenant hébergés. Nous ne pouvons pas écarter le fait que l'ISIS a été initialement instigé et financé par les États-Unis d'une certaine manière. Donc de notre côté, nous avons ce dilemme supplémentaire. Que se passe-t-il si cet effort de lobbying des États-Unis est approuvé? Le pays est poussé à devenir un proxy des États-Unis dans sa compétition et ses plans militaires, peut-être même une guerre avec la Chine.
that has been discussed and even before with China. So these are problems, real problems that the Philippines is Ce sont donc de facing. vrais problèmes It was, auxquels les it's really Philippines like sont crazy confrontées. that from a very C'est vraiment fou d'un point de vue très neutre. Pendant le mandat du président Duterte, nous nous sommes positionnés différemment. Nous avons toujours été un allié des États-Unis et nous nous sommes penchés vers eux. Mais pendant la présidence de Duterte, il y a eu un changement significatif. Notre pays a adopté une position neutre. Nous avons cherché à maintenir une équidistance avec toutes les superpuissances. Notre mantra pendant la présidence de Duterte était « amis de tous et ennemis de personne ». Mais cette administration actuelle nous met dans une situation où notre politique étrangère penche vers les États-Unis. Cela inclut divers pactes de défense et de sécurité, comme l'accord d'accès réciproque avec le Japon. Cet accord implique le prépositionnement de troupes japonaises et l'échange d'actifs militaires dans notre pays. Le Japon est un allié des États-Unis, ce qui complique encore les choses. Nous craignons que, comme la Finlande, nous puissions faire face à une attaque ou à un conflit provenant de la région Asie-Pacifique. Cela n'est en aucun cas dans le meilleur intérêt de notre pays. Tuomas, et ensuite je dois ajouter quelque chose. Tuomas, tu commences. Oui, je pensais justement à ce qu'Anna disait. Cela ne semble-t-il pas vraiment étrange que tout cela soit arrivé si soudainement, tout à l'échelle mondiale? Te souviens-tu après quel événement la crise en Ukraine s'est intensifiée? Les Jeux olympiques. Oui, ils se sont terminés et je ne me souviens pas de la date exacte, mais c'était comme 2 jours après que les troupes russes sont entrées en Ukraine. Et maintenant, nous avons de nouveau les Jeux olympiques. Dans l'histoire européenne, les invasions de la Russie depuis l'Europe ont souvent commencé entre le 22 juin et le 1er septembre. Donc, historiquement parlant, en Europe, nous sommes maintenant dans une période de potentielle escalade. J'ai commencé à me demander ce qui se passera après la fin des Jeux olympiques à Paris. Mais le fait est que ce changement soudain est quelque chose que nous devrions vraiment réfléchir. Je n'avais pas cette information sur les Philippines auparavant, mais maintenant je l'ai. Je suis plutôt certain que le complexe militaro-industriel américain est derrière cela. Il peut y avoir une force qui le pousse, le même complexe dont Eisenhower a mis en garde dans son discours d'adieu de 1961. Il est intéressant qu'un président américain ait mis en garde contre ce complexe militaro-industriel, essayant de contrôler la politique étrangère et peut-être une plus grande partie de l'économie américaine. Pourtant, personne n'en a parlé depuis. C'est comme si cela avait été enterré, et seuls les penseurs critiques ou les théoriciens du complot en parlent. C'est quelque chose qui reste caché. Mais maintenant, cela m'a frappé en écoutant Anna que la même entité pousse pour cette escalade envers la Chine et la Russie. Et le problème avec les missiles, vous savez, s'ils ne sont pas des missiles anti-chars, ce ne sont pas des armes de défense, ce sont des armes d'attaque. Donc, quiconque fait un tel argument que, non, nous avons ce système de moyenne portée qui tire à 1000 à 5000 km, c'est un système d'attaque conçu pour cibler un autre pays. Cette narrative qu'ils ont poussée en Europe, qui est essentiellement que la guerre c'est la paix, est la même chose qui a été dite avant la Première Guerre mondiale. J'allais ajouter que nous assistons à une spirale d'escalade qui peu à peu élimine d'abord les neutres, les alignant avec des alliances. Ensuite, il suffit d'une étincelle et tout s'embrase. Le fait est, bien sûr, qu'il y a des contre-arguments. Je dois vous le donner à tous les deux. Les Chinois sont très agressifs en mer de Chine méridionale et ils occupent des caractéristiques qui appartiennent aux Philippines selon le droit international, reconnu par l'UNCLOS 2016. Les Chinois sont très insistants. Bien sûr, les Philippines se sentent menacées.
Et Tuomas, en ce qui concerne la Russie, ils viennent d'envahir l'Ukraine. Bien sûr, la Russie est menaçante. Si vous êtes un voisin direct, vous devriez avoir peur, puisque cela vient de se produire. Je ne suis pas le premier. D'accord, d'accord. J'ai une chose, Pascal. Poussons de 5 à 10 minutes de plus que ce que j'ai dit. C'est tellement l'important. D'accord, mais oui, je ne suis pas le premier. D'accord. Une chose que je dois clarifier lorsque vous parlez du différend en mer de Chine méridionale. Il est très important de souligner que le différend en mer de Chine méridionale n'implique pas seulement les Philippines et la Chine. Il concerne d'autres États revendicateurs et le Vietnam est très agressif en mer de Chine méridionale. Lorsque vous parlez d'îles occupées, le Vietnam en a occupé beaucoup par rapport à la Chine et même à mon pays. Je ne considère pas la Chine comme notre ennemi, simplement parce que nous avons un différend sur la mer de Chine méridionale. Comme vous pouvez le voir, il existe déjà un exemple de gestion du différend de manière pacifique et diplomatique pendant l'administration Duterte. Pendant les 6 années de l'administration Duterte, nous n'avons pas connu d'escarmouche qui aurait pu mener à une erreur de calcul ou à un conflit militaire en mer de Chine méridionale. Cela ne s'est jamais produit pendant le mandat de Duterte, car nous avons pu calibrer nos relations. Il y avait une communication ouverte sans barrière. Notre gouvernement sous Duterte était très ouvert à la discussion avec les homologues chinois sur la manière de gérer le différend pour éviter les escarmouches et maintenir la paix et la stabilité en mer de Chine méridionale. Le différend en mer de Chine méridionale est très compliqué et implique plus que les Philippines et la Chine. Le différend implique également d'autres États revendicateurs, et il y a d'autres acteurs impliqués. Cependant, le problème réside dans l'intervention des États-Unis. Ils interviennent dans le différend en mer de Chine méridionale alors qu'ils n'en sont pas partis. Les États-Unis justifient leurs actions en affirmant qu'ils veulent une région Indo-Pacifique ouverte. En réalité, il s'agit de permettre à leurs navires de guerre de naviguer librement en mer de Chine méridionale, sans plainte des autres États régionaux. Cela pose problème, car il n'y a pas de restrictions pour les navires commerciaux, mais les navires militaires sont une autre affaire. Les États-Unis doivent être très prudents et respectueux, surtout compte tenu des tensions persistantes dans la zone disputée. En ce qui me concerne, je ne vois pas la Chine comme un ennemi. Nous devrions être capables de communiquer avec eux et de résoudre le différend de manière diplomatique et pacifique. Pour les Philippines, il n'est en aucun cas avantageux d'avoir le déploiement de missiles à moyenne portée dans le pays. Je suis d'accord avec Tuomas. Ce n'est pas pour notre défense. C'est en fait une préparation pour une attaque contre un autre pays. Je ne vois pas mon pays avoir un ennemi extérieur du tout. Nos ennemis sont internes. Nos problèmes sont l'insurrection locale et les difficultés économiques. Ce sont nos vrais ennemis. Et la sécurité alimentaire, ce sont nos ennemis. Nous devons résoudre cela. Mais un ennemi extérieur, je ne le vois pas vraiment. Et la Chine, je ne vois pas la Chine comme notre ennemi. Notre histoire avec la Chine remonte même avant la période de colonisation. Nous avions déjà des partenariats, des affaires et du commerce avec la Chine. Donc la Chine est notre voisine et nous ne pouvons pas changer cela. En ce qui concerne la politique étrangère, nous devons traiter avec la Chine parce que la géographie nous dit que nous ne pouvons pas la changer. Je crois que les Chinois sont ouverts à discuter de la manière de résoudre le conflit en mer de Chine méridionale. Et il y a le soi-disant niveau de l'ASEAN dans le sens multilatéral pour faciliter une sorte de négociation avec la Chine sur ce différend. Voilà donc la situation. Ma question est la suivante. Pourquoi mon pays est-il militarisé par les États-Unis? Quel en est le but? En ce qui nous concerne, nous n'avons pas d'ennemis.
La Chine n'est pas notre ennemi, c'est notre ami. Nous avons un différend et un conflit, mais il existe d'autres moyens de les résoudre. Donc, en fin de compte, c'est la même question que pose Thomas. Qui dicte? Pourquoi mon pays est-il militarisé par la Russie et les États-Unis en déployant tous ces moyens militaires? Il ne s'agit pas seulement de moyens militaires, il y a aussi beaucoup de troupes américaines dans mon pays. J'ai même vu un Américain portant l'uniforme de notre Bureau national d'investigation, ce qui ne devrait pas arriver car un étranger ne peut pas utiliser l'uniforme officiel de nos forces de sécurité. Mais cela se passe dans mon pays. Il y en a beaucoup là-bas. Donc c'est la question fondamentale. En fin de compte, il y a des gens, peut-être des gouvernements ou des entités, qui veulent avoir la Troisième Guerre mondiale, ce qui n'est pas bon pour le monde. Et j'espère que cela peut être évité. Dans mon pays, nous faisons vraiment de notre mieux pour éduquer notre population afin que nous ne puissions pas permettre que cela se produise. Nous ne pouvons pas permettre que les Philippines deviennent un pion ou même l'étincelle qui créera ce genre de conflit militaire dans notre région du monde, qui est l'Asie-Pacifique. Je ne le pense pas. Je ne pense pas non plus que les pays asiatiques voudraient avoir ce genre de situation. Je ne le pense pas. Thomas? Thomas? Yeah, there is I remember a great quote from Joseph Oui, Stalin. je me souviens d'une grande citation de Joseph Staline, l'ancien dirigeant de l'Union soviétique. Il a dit à notre président que vous ne pouvez pas changer la géographie, et vous non plus. Voilà. Le fait est que la Russie a été un agresseur pendant 500 ans, menant des guerres autour de ses frontières, qui ont beaucoup changé au cours de cette période. La péninsule de Carélie, qui relie la Finlande et la Russie dans la partie sud-est de la Finlande, a été l'un des endroits les plus sanglants d'Europe au fil des ans. Mais la Finlande n'a eu aucun problème avec la Russie depuis, je ne sais pas, 1948. Les Russes ne sont pas nos ennemis. Du point de vue russe, pourquoi attaqueraient-ils leur voisin oriental, un voisin oriental amical avec l'une des armées les plus fortes, sinon la plus forte d'Europe? One of the strongest, if not the strongest army in Europe, it would have made absolutely no sense. Cela n'aurait absolument eu aucun sens. Nous ne représentions aucune menace pour la Russie, de quelque manière que ce soit, et ils savaient qu'il n'y avait aucun intérêt à avoir ce conflit ici. Donc, nous étions en sécurité. Nous étions complètement en sécurité avant l'OTAN. Mais l'OTAN, bien sûr, veut l'armée finlandaise parce que c'est l'armée la mieux entraînée et la mieux équipée d'Europe. Pas la plus grande, mais la mieux entraînée et équipée. Donc, ils nous voulaient et ils nous ont eu sans même demander à la population si nous voulions rejoindre ou non. La même question se pose. Pourquoi le complexe militaro-industriel américain militarise-t-il notre pays contre la Russie? C'est une chose que j'ai entendue. Je pense que l'une des meilleures citations décrivant la situation en Ukraine, Russie contre États-Unis, vient de mon ami américain qui m'a dit cela il y a 1 an et demi. Ai-je dit cela lors de la première interview avec Pascal? Je ne suis pas sûr. Mais il m'a dit que si le Mexique rejoignait une alliance militaire avec la Russie et commençait à bombarder le Texas, il n'y aurait plus de Mexique. Les États-Unis l'auraient rasé. Tous les Américains à qui j'ai parlé de cela, qu'ils soient professeurs ou profanes, sont d'accord. Le complexe militaro-industriel américain est maintenant l'agresseur mondial, surtout lorsqu'il est combiné avec la CIA. Ce sont eux les agresseurs. Il y a d'autres agresseurs aussi, comme la Chine et la Russie. Ce sont tous des acteurs géopolitiques. Mais le plus agressif est les États-Unis. Je l'ai vu de mes propres yeux dans ce pays que j'aime vraiment. Et je ne veux pas que nous devenions la prochaine Ukraine. Mes collègues, je pense que c'est quelque chose sur lequel nous pouvons être d'accord.
La question est, comment arracher nos pays des griffes de ce monstre? Même la Suisse suit le même chemin. Si vous regardez les livres blancs écrits par certaines élites, il y a quelque chose qui nous capture, nous, les neutres. Cela nous met dans des camps et s'assure que nous devenions utilisables. C'est ce qui est arrivé à l'Ukraine. There's a very simple solution for Finland out of this Il y a une solution très simple pour que la Finlande s'en sorte. with Kremlin. Nous signons un deuxième UUA avec le Kremlin, avec la Russie. Nous déclarons que nous n'attaquerons pas la Russie, quelles que soient les circonstances, mais que nous défendrons notre intégrité territoriale de toutes les manières. Nous signons essentiellement un traité avec la Russie, stipulant que nous n'engagerons aucune action militaire contre la Russie, même en tant que membre de l'OTAN. Si nous faisons cela, je pense que tout ce problème en Europe du Nord disparaît. Mais le signons-nous? Bien sûr que non. Parce que je pense que l'idée est d'apporter la guerre en Finlande. Tout pointe vers cela. Et il n'y a rien de bon pour l'Europe, pour la Finlande ou pour le monde dans tout cela. Alors encore une fois, nous devons nous demander qui sont les fous ou les folles qui poussent à cela. Qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? Anna, le tout dernier mot. 1 minute pour toi. Oui, et je pense que c'est une très bonne question, Pascal. De notre côté, que faut-il faire? Dans notre système politique, l'unique auteur de la politique étrangère est le président. C'est constitutionnel. Nous ne pouvons pas éviter cela car cela fait partie de la Constitution. Donc, si vous me demandez quelle est la solution pour que notre politique étrangère retrouve la neutralité et l'indépendance, étant donné la situation avec Marcos Jr., je ne vois pas changer cela, pour être très franc. Il est déjà dans une cage, piégé par l'État profond et les Américains. Quand on parle de politique étrangère, il est poussé à satisfaire toutes les demandes possibles venant des États-Unis. Et il lui reste 4 ou 5 ans? Il lui reste environ 4 ans, à peu près 3 ans et demi, parce que c'est son 3e mandat. Beaucoup de choses peuvent se passer pendant ce temps. C'est vraiment crucial. Si vous me demandez, je ne suis pas sûre que cela se produira, mais de mon point de vue, pour que la politique étrangère change, il doit y avoir un changement de leadership dans mon pays. C'est la seule voie à suivre. Le point de départ est un changement de leadership. Ensuite, à partir de ce changement, un nouveau leader qui comprend les dynamiques et qui veut vraiment maintenir une position neutre au milieu des tensions géopolitiques dans la région Asie-Pacifique doit émerger. C'est la seule façon pour mon pays d'être sauvé de toute éventuelle éruption militaire ou guerre mondiale qui pourrait se produire dans la région Asie-Pacifique. Je ne sais pas. J'espère vraiment que non. Et aussi, c'est vraiment la première étape de notre point de vue aux Philippines. Une chose que je veux dire, c'est que ce genre de problème, surtout dans la région Asie-Pacifique, ne concerne pas seulement les Philippines. Tous les pays de la région doivent en prendre conscience et contribuer à la prévention. Si mon pays est utilisé comme un pion, il pourrait devenir la prochaine Ukraine dans la région Asie-Pacifique. Tout le monde dans la région serait affecté. Ce ne serait plus seulement un conflit régional, car les pays impliqués sont des superpuissances. Cela inclurait les États-Unis, la Chine et même la Russie. Il y a aussi la Corée du Nord et les alliés de ces pays. Bien sûr, les États-Unis ont leurs alliés et le G7 serait impliqué. J'espère vraiment et je prie pour que ces choses n'arrivent jamais. Mais encore une fois, la réalité est là et il y a une sorte de force poussant ce genre de conflit militaire à se produire bientôt. Les gens épris de paix comme moi travaillent à plaider contre cela et, dans une certaine mesure, à l'empêcher de se produire. Surtout dans notre partie du monde, l'Asie-Pacifique. Thomas est du côté européen. Je dois ajouter à cela que la Finlande n'a plus d'opposition.
Nous n'avons plus d'opposition non plus. Alors, je ne sais pas d'où viendra le leader politique qui pourrait changer cela. Mais je pense que nous devrions démanteler tout le Parlement et empêcher chaque politicien actuel de participer. Alors peut-être que nous obtiendrions quelque chose de différent. Mais, comme l'a dit Ana Rosario Malindogui, il y a une force qui pousse cela. Je pense qu'elle a deux parties, une partie locale, une partie nationale, puis une partie mondiale. Ils communiquent très étroitement. Nous, le peuple, devons commencer à demander qui sont ces gens, pourquoi poussent-ils pour cela? C'est comme si nous devions sortir la tête du sable et reconnaître que nos gouvernements ne sont plus vraiment nos gouvernements. Quelque chose a changé pendant la pandémie. En Finlande, on peut le voir très clairement. Et je pense qu'aux Philippines aussi. Notre gouvernement n'est plus le nôtre. Qui les contrôle? Pourquoi? Que se passe-t-il? Pourquoi sommes-nous entraînés dans une guerre mondiale que personne ne veut? Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens dans le monde qui la veulent, mais il y a des gens puissants. Qui sont-ils? Pourquoi ça se passe-t-il? Je suis d'accord avec Tuomas sur ce point. Vraiment, notre gouvernement n'est pas le nôtre, il ne sert pas les intérêts du pays, il ne sert pas les intérêts du peuple, et aucune personne rationnelle ne voudrait d'une troisième guerre mondiale. Je ne le pense pas. Oui, nous devons continuer à en parler et nous devons l'analyser. Je pense que c'est une spirale de mort sociologique dans laquelle nous nous trouvons, et une très malheureuse. Mais il pourrait y avoir d'autres choses. Mes amis et collègues, Ana, Tuomas, merci pour votre temps aujourd'hui. Merci Pascal. Si vous appréciez Lasny Traduction, veuillez envisager de nous soutenir sur Patreon. Le lien est dans la description. Merci beaucoup.